Le syndrome du canal carpien est une pathologie qui peut affecter une personne sur 10. À travers cette vidéo, on va voir ensemble ce dont il s'agit exactement. Pour qu'on puisse contrôler nos muscles et nos articulations pour créer un mouvement, on a besoin de nos nerfs. Les nerfs vont véhiculer sous la forme de signaux électriques les commandes en provenance du cerveau. C'est grâce à eux que je peux bouger mes mains et mes doigts. À la sortie de la moelle épinière, les nerfs n'ont malheureusement pas d'autoroute attitrée pour qu'ils puissent atteindre leur destination. À certains endroits, un point de conflit peut survenir et affecter le passage du nerf. C'est le cas dans le syndrome du canal carpien. En l'occurrence, ici, il s'agit du nerf médian. Le nerf médian naît au niveau des cervicales et plus précisément au niveau du plexus brachial. Il va ensuite plonger dans la partie antérieure du bras, enjamber le coude et continuer son trajet dans la partie médiane de l'avant-bras, d'où son nom, le nerf médian, et terminer sa course au niveau de la base de la main pour aller innerver en fait la partie du pouce, l'index, du majeur et une partie du 4. Au niveau du poignet, il va passer dans un canal, le fameux canal carpien. Le canal carpien, c'est ce qu'on appelle un tunnel ostéofibreux. C'est-à-dire que c'est un canal qui va être formé d'une part par un ligament, le ligament annulaire du carpe, et d'autre part par les os du carpe. C'est à ce niveau que peut se produire un point de conflit à l'origine du syndrome du canal carpien. En effet, l'espace au sein du canal carpien est réduit parce qu'il n'y a pas que le nerf médian qui y passe, mais aussi des tendons, des veines et des artères. Un œdème, l'inflammation d'un tendon voisin, des changements hormonaux, des activités manuelles peuvent contribuer à l'augmentation de la compression du nerf et parfois être douloureux. Alors, qui est concerné par cette affection? Comme dit en introduction, une personne sur 10 va développer un syndrome du canal carpien à un moment donné. Il s'agit de la pathologie la plus fréquemment diagnostiquée dans les consultations de neurologie et représente jusqu'à 10% de l'activité des neurologues libéraux en France. Le nombre de cas est le plus élevé chez les femmes de 65 à 74 ans, ce qui nous amène à nous interroger sur les potentiels facteurs de risque. Les facteurs de risque sont les éléments qui peuvent participer à favoriser l'apparition d'une pathologie. Le diabète, la ménopause, l'hypothyroïdie, l'obésité, l'arthrite et la grossesse sont tous des facteurs de risque du syndrome du canal carpien. Dans le cas de la grossesse, le risque de développer un syndrome du canal carpien serait accru par la combinaison d'œdème et d'altérations hormonales. Le lien entre l'usage d'un ordinateur, que ce soit la souris ou le clavier, et le syndrome du canal carpien, demeure aujourd'hui controversé. Les preuves actuelles suggèrent qu'un usage excessif d'un ordinateur constitue au mieux un facteur de risque minime du syndrome du canal carpien. Notons aussi que le tabagisme est un facteur suspecté du syndrome du canal carpien, bien qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves. Alors, comment se présente le syndrome du canal carpien? Le syndrome se caractérise d'abord par des fourmillements au niveau de la base du pouce, de l'index et du majeur. Les symptômes sont intermittents, majoritairement nocturnes, augmentent en fréquence et peuvent aussi être présents pendant les phases d'éveil. Ces troubles de la sensibilité peuvent également être associés à une douleur. Dans les cas les plus sévères, des faiblesses musculaires peuvent être ressenties par le patient. Le diagnostic est essentiellement clinique, c'est-à-dire qu'il se réalise sans examen complémentaire. Le thérapeute, à l'aide de tests spécifiques, va chercher à reproduire la douleur et les symptômes pour évaluer le syndrome. Dans certains cas, le médecin peut avoir recours à un électromyogramme. C'est un examen complémentaire qui permet d'étudier le nerf médian pour évaluer la gravité du syndrome. Et parfois, il peut également aussi avoir recours à la radiographie et l'échographie qui peuvent être utiles. Maintenant qu'on sait ce qu'est un syndrome du canal carpien et comment il peut être identifié, voyons ensemble quelles sont les options de traitement, à commencer par les options non chirurgicales. Pour rappel, cette vidéo ne remplace pas une consultation en cabinet, elle est à but d'information et de divertissement. Si vous avez un doute, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous pensez que vous avez un syndrome du canal carpien, on vous invite fortement à consulter votre médecin généraliste. Alors, les options de traitement. En première intention, il est important d'expliquer au patient ce qui l'affecte, d'où le but de cette vidéo. Ensuite, des changements d'habitude comme la réduction des contraintes sur la main affectée ou la mise en place d'un environnement de travail ergonomique peuvent être bénéfiques. Par contre, gardez en tête qu'aujourd'hui, il n'existe pas suffisamment de preuves de l'efficacité des souris et des claviers dits ergonomiques dans le traitement du syndrome du canal carpien. Ensuite, quelles sont les prises en charge non chirurgicales disponibles aujourd'hui? La thérapie par laser à faible intensité serait un moyen efficace et non invasif pour réduire les symptômes du patient, au moins à court terme. C'est un procédé qui consiste à émettre un laser à faible intensité à la surface de la peau. Parlez-en à votre médecin. Ensuite, parmi les traitements médicamenteux, il existe les injections de corticostéroïdes. Ces injections permettent de réduire l'œdème et d'augmenter l'espace au sein du canal carpien. En règle générale, c'est un moyen efficace pour réduire les symptômes à moyen terme. Encore une fois,
parlez-en à votre médecin. La thérapie par ultrason serait aussi un moyen efficace pour lutter contre le phénomène inflammatoire. Toutefois, il n'existe pas assez de preuves aujourd'hui de son efficacité. On ne le répétera jamais assez, parlez-en à votre médecin. Qu'en est-il des manipulations musculo-squelettiques qui sont très souvent utilisées dans le cas du syndrome du canal carpien? Il s'agit en règle générale de manipulations, de mobilisation et d'exercices sur le poignet, la main et le bras en général. Le but de ces techniques est de réduire le stress mécanique qui s'applique sur le nerf médian. Bien que les études semblent montrer des effets bénéfiques des thérapies manuelles, il n'existe pas suffisamment de preuves aujourd'hui. Enfin, on terminera avec d'autres thérapies complémentaires qui existent. L'huile de lin pourrait apporter une amélioration légère ou modérée de cette affection. Les études sur les effets de l'acupuncture montrent des résultats plutôt encourageants. Le traitement avec la pommade Eresmostachys lacinata, un extrait de plante, a montré des effets plutôt bénéfiques sur la perception de la douleur et la fonction de la main. Mais d'autres études restent nécessaires pour confirmer ces résultats et comprendre les effets de ce traitement à long terme. On peut mentionner également d'autres traitements en cours d'étude comme l'électrothérapie par courant interférentiel ou l'hyperthermie par micro-ondes locales. Encore une fois, parlez-en à votre médecin. Qu'est-ce qui se passe si malgré toutes ces options de traitement non chirurgical, les symptômes persistent, voire s'ils s'aggravent? Dans ces situations-là, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Le but de l'intervention chirurgicale est de réduire la pression qui s'applique sur le nerf médian. Cette procédure peut faire disparaître les symptômes du syndrome du canal carpien, mais n'est jamais de premier recours, sauf dans le cas rare d'un syndrome aigu du canal carpien. Parlez-en à votre médecin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez découvrir des exercices que vous pouvez faire au quotidien pour réduire les symptômes du syndrome du canal carpien, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. À bientôt!